J'ai supplié mes parents d'assister à l'événement de ma vie, mais ils ont choisi le match de mon frère, le jugeant au plus important. C'était mon mariage. Lorsque les photos sont devenues virales, le scandale a éclaté et mon père a menacé ma mère, « Si tu savais, c'est fini entre nous. » Quand j'avais 10 ans, j'ai une fois obtenu un score parfait à un concours de mathématiques de l'école. J'étais tellement excité que j'ai couru jusqu'à la maison, à bout de souffle, tenant le certificat dans mes petites mains comme si c'était un prix Nobel. Je me souviens l'avoir tendu à ma mère pendant qu'elle préparait le dîner, attendant le genre de louange dont les enfants raffolent. Elle y a jeté un coup d'œil, a hoché la tête, puis m'a demandé si j'avais vu les nouveaux crampons de foot de mon frère. Ce moment m'a marqué plus que je ne l'imaginais. Je m'appelle Joël. J'ai 29 ans maintenant et voici l'histoire de comment ma famille a oublié le jour le plus important de ma vie. Pas seulement oublié, ils l'ont balayé comme si ce n'était rien. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'auraient pas pu prédire, c'est que tout ce qu'ils avaient ignoré leur exploserait au visage d'une manière dont aucun de nous ne se remettrait. En grandissant, j'étais l'enfant facile, calme, responsable, celui qu'on pouvait laisser seul avec une boîte de Lego pendant des heures sans jamais faire de désordre. Mon frère cadet, Adam, était l'enfant prodige. Bruyant, charmant, athlétique. Il pouvait rater un cours, et il n'est tout simplement pas fait pour les examens. Je pouvais avoir que des A, et eh bien, c'est ce qu'on attend de toi, Joël. À un moment donné, j'ai arrêté d'essayer de les impressionner. On ne peut crier dans le vide que pendant un certain temps avant d'abandonner et de se taire. Pourtant, je les aime. Ou peut-être que je voulais juste être aimé. Même adulte, je continuais à leur donner des chances. J'appelais régulièrement à la maison, je leur rendais visite tous les quelques mois même si je vivais dans un autre état. Je me souvenais des anniversaires, j'envoyais des cartes, je demandais des nouvelles des matchs d'Adam même quand je savais qu'il ne m'avait jamais demandé une seule fois des nouvelles de ma carrière. Je suis monteur de documentaires, au fait. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais j'ai travaillé sur quelques projets pour Netflix et Hulu. Non pas qu'ils en aient jamais regardé un seul. Je leur ai dit une fois que j'avais été nominé pour un prix de montage. Maman a cligné des yeux et a dit, « C'est bien, mon chéri. » L'équipe d'Adam s'est qualifiée pour les régionales. Adam a toujours été le centre de gravité de notre famille. Ses matchs de foot étaient sacrés. Je n'exagère pas. Une fois, nous avions les funérailles d'un parent. Mon père a quitté la veillée funèbre plus tôt pour arriver au coup d'envoi d'Adam à 13h. Pour ma remise de diplôme universitaire, ils sont venus mais sont partis pendant la réception parce qu'Adam avait un entraînement. Ils ont manqué mon discours. J'étais le major de promotion. Alors, j'ai commencé à poser des limites. Discrètement, sournoisement. J'ai arrêté de partager mes grandes victoires avec eux. Quand j'ai eu mon premier appartement, je ne leur ai dit qu'une semaine plus tard. Quand un de mes projets est devenu viral sur YouTube, je n'en ai jamais parlé. Je gardais mes attentes basses, mais ensuite j'ai rencontré Élise. Élise est tout ce que je ne suis pas, chaleureuse, pétillante, assumant ses émotions sans complexe. C'est le genre de personne qui pleure devant les vidéos de mariage d'inconnus et se fait des amis dans les files d'attente des supermarchés. Nous nous sommes rencontrés alors que je montais un reportage sur la conservation de l'environnement. Elle était consultante sur le projet. Elle avait une présence apaisante et une agaçante habitude de me reprendre quand j'essayais de me dévaloriser. En un an, je savais que je voulais l'épouser. La demande en mariage était simple, juste nous deux lors d'une randonnée au bord d'un lac, un appareil photo caché dans mon sac à dos, et une bague que je portais sur moi depuis 3 semaines parce que je ne trouvais pas le moment parfait. Quand j'ai finalement posé la question, elle a ri à travers ses larmes et m'a dit qu'elle attendait que je me décide. Elle avait déjà dit à sa mère que ça allait arriver. Sa famille m'a accueilli à bras ouverts. Son père m'a même pris dans ses bras, quelque chose que mon propre père n'a pas fait depuis mon adolescence. Planifier le mariage n'a pas été exactement une partie de plaisir. Élise voulait quelque chose de petit et intime. Je le voulais aussi. Aucun de nous ne se souciait des grandes salles ou des traiteurs chics, mais nous voulions que ce soit significatif. Nous avons fixé la date 8 mois plus tard, juste assez de temps pour tout organiser sans que ça traîne. J'ai annoncé la nouvelle à mes parents par téléphone. Je me souviens du silence après avoir dit « Nous allons nous marier », un silence un peu trop long. Puis ma mère a dit « Oh, c'est merveilleux, chérie. C'est quand la date ?» Je la lui ai donnée, tout excité. Il y a eu une autre pause. Oh, c'est le même week-end que le match de championnat d'Adam.
J'ai cligné des yeux. D'accord, mais je veux dire, c'est dans 8 mois. C'est largement assez de temps, non? Joël, intervint mon père. Tu sais à quel point cette saison est importante pour Adam. Son entraîneur a dit que des recruteurs universitaires seraient là. Je ne vous demande pas de choisir un match au hasard plutôt que mon mariage. C'est un événement unique dans une vie. On trouvera une solution, a dit maman rapidement, mais ça sonnait comme une dérobade, comme si elle préparait déjà l'excuse dans sa tête. Élise était assise à côté de moi pendant l'appel. Quand j'ai raccroché, elle n'a rien dit au début. Puis elle a demandé, « Tu penses qu'ils viendront ?» Je lui ai donné la seule réponse que je pouvais. J'espère. Au cours des mois suivants, les choses sont devenues plus étranges. J'envoyais des textos à ma mère avec des mises à jour, salle réservée. Fleuriste trouvé. La robe d'Élise est magnifique et je recevais des réponses d'un seul mot. Papa ne répondait pas du tout. Pendant ce temps, j'apprenais par ma cousine que mes parents voyageaient un week-end sur 2 pour les matchs à l'extérieur d'Adam. Ma cousine a même plaisanté, ton frère est le prochain Ronaldo ou quoi? À notre fête de fiançailles, organisée par les parents d'Élise, ma famille n'est pas venue. Pas d'appel, pas de message, juste un texto de maman le lendemain disant « Désolé, on a été occupé ce week-end. J'espère que ça s'est bien passé. » J'ai commencé à sombrer un peu. Est-ce que je surréagissais? Étais-je trop dramatique? Élise m'a dit de leur parler directement. Alors, je l'ai fait. J'ai appelé maman un après-midi et j'ai tout déballé. J'ai l'impression que vous n'êtes pas excité. Que vous ne prévoyez même pas d'être là. Elle a poussé un long soupir. Joël, les mariages ne sont pas tout. Nous sommes allés à vos remises de diplôme de maternelle, à toi et Adam. Nous vous avons soutenus tous les deux de manière égale. C'était si absurde que j'ai dû rire. De manière égale? Maman, tu as quitté ma remise de diplôme universitaire plus tôt pour un des entraînements d'Adam. Ce n'était pas un entraînement. C'était un dîner d'équipe. Encore pire. Je pense que tu es injuste et égoïste. Égoïste. Ce mot m'a profondément blessé. J'avais passé ma vie entière à me plier à la forme dont ils avaient besoin. Calme, compréhensif, facile à vivre. J'ai ravalé le reste de la conversation. Ça n'en valait pas la peine. Pas à ce moment-là. Une semaine avant le mariage, j'ai essayé une dernière fois. Je les ai appelés tous les deux en conférence téléphonique, je leur ai répété à quel point c'était important, comment j'avais grandi en les voyant faire passer Adam en premier, et comment pour une fois, j'avais besoin qu'il soit là pour moi. Je l'ai dit clairement, c'est le plus grand jour de ma vie. Si vous le manquez pour un match de foot, je considérerais ça comme la réponse à toutes les questions que je me suis jamais posées. Ils ont ri. Ma mère a vraiment ri. Joël, ne sois pas si dramatique. Ce n'est pas comme si c'était ton enterrement. Et puis papa a dit, on verra ce qu'on peut faire, mais Adam a travaillé très dur. J'ai fixé le mur pendant un long moment après ça. Élise est entrée, a vu mon visage et n'a même pas posé de questions. Elle m'a juste serré dans ses bras. Et puis le jour du mariage est arrivé. Nous nous tenions sous un vieux chêne, entourés de la famille souriante d'Élise et de quelques-uns de nos amis les plus proches. J'ai balayé la foule du regard avant la cérémonie. Une fois, 2 fois. Mes parents n'étaient pas là. Adam n'était pas là. Pas de message, pas de texto, rien. Mais la mère d'Élise a pleuré. Son père m'a souri radieusement comme si j'étais déjà son fils. Et le photographe a tout capturé. La joie brute, la lumière du soleil dans le voile d'Élise, la façon dont ses yeux se sont illuminés quand nous nous sommes embrassés. J'ai posté quelques photos en ligne plus tard dans la soirée. Rien d'extraordinaire, juste une légende, j'ai épousé l'amour de ma vie aujourd'hui. Le lendemain matin, la publication était devenue virale. Pas des millions de vues, mais assez. Assez pour que les amis d'amis la partagent, assez pour que la famille élargie d'Élise commente, tague d'autres personnes, envoie des félicitations. Et puis un commentaire de quelqu'un que je ne connaissais pas. Attendez, où est la famille du marié? C'était l'étincelle. Le feu qui a suivi, eh bien, disons qu'il a brûlé plus fort que je ne l'avais prévu, et il n'avait même pas encore atteint mon père. Je n'ai répondu à aucun des commentaires le premier jour. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que les gens qui étaient venus étaient les seuls qui comptaient. Élise était radieuse. Nos amis rayonnaient.
L'air sentait encore la lavande du jardin que la mère d'Élise avait insisté pour que nous utilisions. Mais ce simple commentaire, où est la famille du marié, s'est enfoncé dans mon cerveau comme une écharde. Ce n'est même pas moi qui l'ai montré à mes parents. Ma tante, la sœur de mon père, avait discrètement suivi en ligne. Elle m'a envoyé un texto plus tard dans l'après-midi, clairement stupéfaite. Joël, c'était aujourd'hui? Tu ne leur avais pas dit? J'ai fixé son message, l'estomac noué. Je leur ai dit il y a 8 mois. Je leur ai rappelé 3 fois. Je n'ai pas eu de réponse de sa part, mais j'ai imaginé le reste. J'ai imaginé qu'elle appelait mon père. J'ai imaginé la dispute. Ma famille est beaucoup de choses. Communicative n'en fait pas partie. Mais quand les ragots sont dans l'air, ils sont comme des limiers. 3 jours après le mariage, j'ai finalement reçu un appel de mon père. Il avait l'air fatigué. Joël, a-t-il dit d'une voix basse. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que le mariage était ce week-end-là? Je suis resté silencieux une seconde. Je sentais Élise me regarder de l'autre côté de la pièce. Je te l'ai dit. Plus d'une fois. Non, non, tu as dit que c'était quelque part en mai. Tu n'as jamais dit le 14. Papa, j'ai les textos. Il n'a pas répondu, juste respiré. Maman le savait, ai-je ajouté, laissant les mots flotter comme de la fumée. Elle l'a confirmé. Elle en a ri. Tu te souviens. Le silence qui a suivi n'était pas défensif. Il était immobile. Je ne savais pas, a-t-il répété. Mais si ta mère le savait, nous allons avoir un problème. Quelque chose a changé à ce moment-là. Le sol sous ma famille s'est incliné. Mon père ne criait pas. Il n'accusait pas. Il semblait trahi, tout comme moi. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai réalisé quelque chose. Ma mère l'avait manipulé lui aussi. Et ce n'était pas la fin. Loin de là. Parce que ce qui a suivi, les retombées, les couches de vérités enfouies, la vraie raison de leur absence. C'est là que tout a éclaté. Mais j'anticipe. 2 jours après l'appel téléphonique, mon père m'a envoyé un texto. C'était une capture d'écran, une publication Facebook de ma mère. Tellement fier d'Adam qui a marqué le but de la victoire ce week-end. Quel souvenir. Certains moments ne s'oublient jamais. En dessous, il y avait une photo. Toute la famille était là. Ma mère, mon père, mon frère, 2 cousins, même ma grand-mère sur une chaise de jardin. Samedi 14 mai, le même jour que notre mariage. J'ai relu la légende. Certains moments ne s'oublient jamais. Quelque chose en moi s'est fissuré. Pas une fracture nette. Ça s'est brisé en éclats. J'ai montré la photo à Élise. Elle n'a pas dit un mot, c'est juste assise sur le canapé, la main sur la bouche. Je pense qu'elle savait que j'avais besoin d'être le premier à parler, mais je ne pouvais pas. Ma gorge était serrée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. Je n'ai même pas respiré pendant 1 minute entière. J'ai juste regardé fixement. Puis elle a dit, tu devrais lui montrer les photos. Alors, je l'ai fait. J'ai envoyé un message à ma mère ce soir-là. Pas de longue explication, pas de culpabilisation, juste 3 photos de mariage en haute résolution. Moi et Élise, le jardin, sa famille blottie autour de nous, souriante. Pas de légende, juste les images. Elle a lu le message. Pas de réponse. 1 heure plus tard, j'ai vérifié à nouveau. Toujours rien. Puis j'ai reçu un appel d'Adam. Mec, c'est quoi ton problème, a-t-il aboyé. Mon problème? Tu ne pouvais pas être cool pour une fois? Il a fallu que tu affiches ton mariage partout sur Internet pour faire passer maman pour une méchante. J'ai cligné des yeux, stupéfait. Adam, tu es sérieux là? Elle se fait démolir dans les commentaires, Joël. Notre famille se fait critiquer parce que tu as décidé de jouer la victime. Je suis la victime de quoi? D'un conflit d'horaire? J'ai explosé. Tu le savais, Adam. Tu savais que c'était ce week-end-là. Et alors, a-t-il dit. Tu as choisi un week-end que tu savais important pour moi, et ensuite tu t'es énervé que je n'annule pas mon match. Mon mariage, ai-je lâché? C'était mon mariage, Adam. Tu aurais pu le déplacer. L'arrogance pure dans sa voix. Ce n'était même pas de l'arrogance.
C'était de la certitude. Comme si j'étais censé planifier tout mon mariage autour de son calendrier sportif. Comme si j'étais un satellite en orbite autour de son monde. J'espère que les recruteurs ont vu ton but, ai-je dit d'un ton plat. Parce que tu as manqué la seule chose qui comptait pour moi. Il a raccroché. Je n'ai pas parlé de cet appel à Élise. Pas tout de suite. Je ne pouvais pas. Je me sentais trop à vif, trop stupide. Et puis 2 jours plus tard, ça a empiré. Ma cousine Sarah, que Dieu la bénisse, m'a appelé en sanglotant. Elle avait parcouru Facebook et trouvé un message de groupe privé entre ma mère, 2 tantes et quelques membres de la famille. L'un d'eux en avait fait une capture d'écran et l'avait partagé avec elle. Et Sarah, que Dieu la bénisse doublement, me l'a envoyé. Il datait de 5 mois. Joël dit que le mariage est le 14 mai. Adam a un match ce week-end-là, donc nous ne pouvons évidemment pas y aller. Je ne veux pas qu'il fasse une scène à ce sujet. Mettons-nous tous d'accord pour dire qu'on pensait que c'était la semaine d'après si ça vient sur le tapis. Un autre message d'une de mes tantes. Peut-être dis-lui que tu n'as jamais reçu l'invitation. Ça pourrait marcher. Et un autre. Ce n'est pas comme s'il était proche de nous de toute façon. Juste la famille d'Élise et quelques collègues artistes. J'ai lu ces messages encore et encore. Comme si une partie de moi espérait que les mots se réarrangeraient en quelque chose de moins cruel. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai appelé mon père, je lui ai envoyé les captures d'écran. Il n'a pas répondu. 1 heure plus tard, j'ai reçu un message de sa part. Je reste à l'hôtel pour quelques nuits. C'est tout ce qu'il disait. Pas d'explication, pas de contexte, mais je savais. Et puis le téléphone a de nouveau sonné. C'était ma grand-mère, 83 ans, qui n'appelle que rarement. Elle n'a même pas dit bonjour, elle s'est lancée directement. Joël, qu'est-ce qui se passe, au nom du ciel? Ta mère est dans tous ses états. Elle dit que ton père la menace de divorce. Elle dit que tu répands des mensonges sur la famille en ligne. J'ai senti quelque chose se durcir en moi. Ce ne sont pas des mensonges, ai-je dit. Savais-tu qu'ils ont manqué mon mariage? Une pause. Je pensais que c'était un petit truc à la mairie. Parce que c'est ce qu'elle t'a dit. Silence à nouveau. Joël, elle a dit que tu ne les avais pas invités. J'ai failli rire. J'ai envoyé des invitations. J'ai appelé. J'ai supplié. Elle a menti à tout le monde. Je ne sais plus quoi croire, a-t-elle murmuré. Crois les photos, ai-je dit. Crois le silence. L'appel s'est terminé. Je me sentais vidé. Élise s'est assise à côté de moi, sa main dans la mienne. Ils sont en train de s'effondrer, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Elle a fait un choix. Et maintenant tout le monde le voit. Mais je n'avais pas encore tout vu. 1 semaine après le mariage, mon père est arrivé à l'improviste. Pas de valise, pas de sourire. Il s'est juste tenu à notre porte, chapeau à la main, les yeux injectés de sang. Je l'ai laissé entrer. Élise lui a fait un signe de tête polie, mais est restée à l'étage. Il s'est assis sur notre canapé comme s'il n'était pas sûr de le mériter. Je ne savais pas, a-t-il répété. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Je le dis parce que c'est vrai. Je te l'ai dit. Je sais. Mais elle m'a dit que tu avais changé la date, que l'invitation avait dû se perdre, que tu étais vague exprès. Elle a fait croire que tu ne voulais pas de nous là-bas. Je l'ai regardé. La crois-tu maintenant? Il a secoué la tête lentement. Non, je ne la crois pas, je n'ai pas répondu. Il a regardé autour de la pièce. Ses yeux se sont attardés sur une photo de mariage sur notre cheminée. Il a tendu la main vers elle, puis s'est arrêté. J'ai manqué ça, a-t-il dit, la voix brisée. Et je ne me le pardonnerai jamais. Je n'avais pas la force de le réconforter. Pas encore. Peut-être jamais. Mais ensuite il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Si elle a vraiment fait ce que tu dis qu'elle a fait, c'est fini entre nous. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de plus profond que la trahison. Il ne s'agissait pas seulement de moi. La manipulation de ma mère ne m'avait pas seulement visé. Elle avait déformé toute notre famille. Elle avait construit un monde autour d'Adam, instrumentalisé la loyauté, réécrit les récits, contrôlé le flux d'informations, et maintenant tout s'effondrait.
Mais le point de rupture n'est arrivé qu'une semaine plus tard, quand j'ai découvert ce que ma mère avait prévu ensuite. Et c'est là que la vraie tempête a éclaté. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se calment après la visite de mon père. Je pensais qu'il y aurait des cris, des confrontations, des excuses en larmes ou des appels téléphoniques dramatiques, mais il n'y a eu que le silence. Un silence épais, étouffant, comme si ma famille avait collectivement mis la réalité sur pause, espérant que si elle attendait assez longtemps, je laisserais tout ça passer. Que je serais celui qui arrangerait les choses comme je l'avais toujours fait. Que je minimiserais la douleur et les laisserais continuer à réécrire l'histoire, transformant une trahison délibérée en un malentendu anodin. Mais je n'ai pas tendu la main. Pas cette fois. Et eux non plus. Au lieu de cela, le premier signe que ma mère n'avait pas tourné la page est venu d'un endroit inattendu. L'oncle d'Élise, Marc. Marc est un type direct, sans fioriture. Il a servi dans la marine, dirige maintenant un atelier de menuiserie et fait des blagues si sèches qu'elles pourraient prendre feu au soleil. Nous nous sommes liés pendant les préparatifs du mariage autour de notre amour mutuel pour le silence et l'espresso. Il n'était pas du genre à appeler juste pour bavarder, c'est pourquoi son message a fait se hérisser tous les poils de mon cou. Et gamin, tu devrais peut-être parler à ton département des RH. Quelqu'un a fouiné et posé des questions bizarres. Je l'ai appelé immédiatement. Il m'a dit qu'une femme avait contacté le cabinet de conseil avec lequel Élise travaillait, prétendant vérifier des faits pour un article. Elle a demandé si l'entreprise d'Élise était affiliée à des groupes politiques internationaux et s'il y avait eu une faute financière liée à un récent documentaire sur l'environnement sur lequel nous avions tous les deux travaillé. Elle a donné un faux nom, mais Marc a reconnu sa voix. Il a dit, c'était ta mère, Joël. J'en mettrai mon atelier à couper. J'ai senti mon estomac se tordre. Je ne pouvais pas le croire. Non, rectificatif. Je le croyais. Je ne voulais juste pas le croire. Elle a appelé ton entreprise en se faisant passer pour une journaliste. Pas seulement la mienne, a-t-il dit. Elle a appelé le supérieur direct d'Élise. Je ne l'ai appris que parce qu'ils ont trouvé ça étrange et l'ont mentionné autour d'un café. Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé avec Élise, anesthésiée, pendant qu'elle lisait le résumé de l'email que Marc avait transféré. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a levé les yeux et a dit, « Joël, c'était destiné à nous faire du mal. » Et je savais que ce n'était plus de la mesquinerie. C'était du sabotage. J'ai confronté mon père. Je lui ai d'abord envoyé un texto pour lui demander s'il avait la moindre idée de ce que maman avait fait. Il a appelé en moins de 2 minutes. « Joël, je suis désolé, » a-t-il dit avant même que je ne décroche. J'étais silencieux. Elle m'a dit qu'elle allait rétablir la vérité. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Pourquoi essaierait-elle de ruiner mon travail, ai-je demandé d'une voix basse. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle pensait que tu céderais. Qu'elle pourrait te faire peur pour que tu te taises. Elle a toujours eu peur de la honte publique. Elle a menti, papa. Elle a planifié ça il y a des mois. Elle a retourné toute la famille contre moi et a ensuite essayé de faire passer Élise et moi pour des menteurs en ligne. Je ne la défends pas, a-t-il dit rapidement. J'ai fini de faire ça. Et maintenant, ai-je demandé. Il n'a pas vraiment répondu. Il a juste dit qu'il cherchait un avocat. Qu'il ne reconnaissait plus la femme qu'il avait épousée. Que si elle avait vraiment essayé de nuire à ma carrière, c'était fini. Je ne me sentais pas satisfait. Je ne me sentais pas vengé. Je me sentais juste vide. Les semaines suivantes se sont confondues. Élise m'a gardé les pieds sur terre. Elle préparait du thé le matin et a commencé à mettre notre playlist de mariage pendant le petit déjeuner pour nous rappeler les bons moments. Nous avons encadré les meilleures photos de mariage et les avons accrochées dans notre couloir. Nous avons commencé à marcher le soir. Parfois, nous ne parlions même pas. Nous marchions juste. Mais au fond de moi, je savais que je n'allais pas bien. Parce que quand votre propre mère essaie de détruire votre vie, ça ne fait pas que piquer, ça déracine quelque chose. Vous commencez à remettre en question vos souvenirs, votre jugement, vous-même. Étais-je aveugle? Étais-je trop enclin à croire le meilleur de personnes qui m'avaient montré encore et encore à quel point je comptais peu? J'ai arrêté de vérifier mon téléphone. J'ai mis en sourdine la conversation de groupe de la famille, bien qu'elle soit devenue étrangement silencieuse de toute façon. Les parents d'Élise nous invitaient tous les dimanches à dîner. Et bien que je les aime,
je me sentais aussi comme un orphelin prétendant avoir une famille. J'ai touché le fond 2 semaines plus tard lorsque j'ai reçu une lettre. Elle n'était pas de ma mère, ni de mon père. Elle était de ma grand-mère. C'était écrit à la main d'une écriture tremblante. L'encre était tachée par endroits comme si elle avait pleuré en écrivant. « Cher Joël, je veux que tu saches quelque chose. Je ne connaissais pas la vérité. Je ne savais pas qu'il mentait. Ta mère nous a dit que tu étais difficile. Que tu ne voulais pas d'un grand mariage. Que tu lui avais dit de ne pas venir. Je l'ai cru. J'ai honte de ça. J'ai toujours pensé que j'étais proche de toi, mais je vois maintenant que j'ai choisi de croire la voix la plus forte. Je suis désolé. Je n'attends pas de pardon, mais je devais te dire que je suis désolé. Et j'ai vu les photos. Tu avais l'air si heureux. Si sûr de toi. S'il te plaît, sache que je suis fier de toi. Je l'ai toujours été. Avec amour, grand-mère. Je l'ai lu 3 fois avant de commencer à pleurer. Pas le genre de pleurs silencieux. Pas la larme unique qui coule sur la joue comme dans les films. Le genre de pleurs déchirants, qui secouent le corps, qui viennent d'années à ravaler une douleur pour laquelle vous n'avez jamais eu les mots. Cette nuit-là, Élise m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais sur son épaule, et quelque chose a changé. J'ai réalisé que j'attendais que ma famille me sauve de la douleur qu'elle avait causée, mais qu'elle ne le ferait jamais. Je devais me sauver moi-même. Alors, j'ai commencé petit. J'ai répondu à la lettre de ma grand-mère. Je l'ai remerciée pour ses mots. Je lui ai dit que je lui pardonnais et que j'espérais la voir bientôt. Ensuite, j'ai appelé ma cousine Sarah, celle qui m'avait envoyé les captures d'écran. Nous avons déjeuné en ville et pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. Elle m'a mis au courant des ragots de la famille. Ma mère était furieuse, disant que j'essayais de détruire sa réputation et que mon père l'avait trahi. Mes tantes étaient divisées. L'une avait discrètement envoyé un message à Élise pour lui dire qu'elle était désolée. L'autre m'avait retiré de ses amis sur Facebook. Ma mère niait toujours avoir passé les appels à l'entreprise d'Élise, mais apparemment, elle avait été prise dans un autre mensonge. Elle avait dit à ma tante qu'elle ne connaissait pas la date du mariage. Et cette même tante se souvenait avoir été explicitement invitée dans un email de groupe. Les choses se fracturaient rapidement. Mais pour la première fois, je ne me sentais pas comme celui qui était brisé. Je me suis plongé dans le travail. J'ai accepté un projet de documentaire indépendant sur les photographes oubliés de la Seconde Guerre mondiale. De longues journées de montage, des bandes sonores de piano lentes et de vieilles images poussiéreuses en noir et blanc. Il y avait quelque chose de réconfortant à travailler sur des histoires de personnes qui avaient été ignorées et négligées. C'était personnel. J'ai recommencé à suivre une thérapie. Élise m'y a encouragé. Au début, j'étais hésitant. Et si ça n'aidait pas? Et si tout remuer empirait les choses? Mais la première séance m'a frappé comme un train de marchandises. Pas à cause de quelque chose de dramatique. Juste une simple question. Quand avez-vous appris pour la première fois que vos besoins n'étaient pas importants? Je n'avais pas de réponse, mais je savais que j'avais vécu sous cette croyance pendant la majeure partie de ma vie. Avec le temps, j'ai commencé à m'en défaire lentement, comme si j'enlevais un vieux manteau étouffant que je ne savais pas que je portais. J'ai recontacté des personnes dont je m'étais éloigné, des amis d'université, quelques anciens collègues. J'ai de nouveau laissé les gens entrer dans ma vie. J'ai même rejoint Élise dans l'un de ses projets de bénévolat, un programme local de médias pour les jeunes aidant les lycéens à apprendre le montage vidéo. C'était étrange d'être admiré. Mais ça a aussi guéri quelque chose. Ma confiance est revenue. Mon rire est revenu. Et un après-midi, assis dans un café ensoleillé avec Élise, j'ai reçu un email de Netflix. Il voulait présenter l'un des documentaires sur lesquels j'avais travaillé dans une série spéciale. Il l'appelait Les Visionnaires cachés et il voulait m'interviewer. Je suis resté là, en silence, stupéfait, relisant le message. Élise m'a regardé en souriant. Quoi? Je le lui ai montré. Elle a crié si fort que le couple à côté de nous a sursauté. Nous avons célébré ça ce soir-là. Et pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression d'essayer de fuir le passé. J'avais l'impression de marcher vers quelque chose que j'avais construit. La semaine suivante, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Juste une simple annonce avec un extrait de la bande-annonce du documentaire. Les commentaires ont afflué. Félicitations. Fierté. Surprise.
Et puis, enfoui au milieu, un commentaire de quelqu'un dont je n'avais pas entendu parler depuis très, très longtemps. Ma mère. Fière de toi. J'aimerais que nous ayons pu être là depuis le début. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste un aveu vague et passif déguisé en éloge. J'ai regardé le commentaire pendant un long moment, puis je l'ai supprimé. Pas par colère, mais par paix, parce que je n'avais plus besoin qu'elle soit là. Je m'étais déjà élevé sans elle. Mais le vrai tournant, le moment où tout ce que j'avais construit est entré en collision avec tout ce qu'elle avait essayé de détruire, était encore à venir. Et quand il est arrivé, il n'a pas seulement mis fin au combat. Il a tout exposé. Quand le reportage Netflix a été mis en ligne, ça a tout changé. Pas seulement ma carrière, même si, oui, j'ai commencé à recevoir des appels de producteurs, de journalistes, même d'un professeur d'université qui voulait que je donne une conférence, mais ça m'a changé moi. Le fait de voir mon nom dans ce générique, d'entendre ma voix dans les interviews en coulisses, et de voir le documentaire figurer dans la liste des plus regardés pendant 3 jours consécutifs a finalement tout mis en place. Je n'étais plus le fils oublié. Je n'étais plus le plan B. Je n'étais plus celui qui devait mendier pour être vu. J'étais vu, pleinement, publiquement, en permanence. Et elle l'a vu aussi. Car moins d'une semaine après l'explosion du documentaire, j'ai reçu un email. Ce n'était pas de ma mère, pas directement. C'était de la responsable de son groupe d'église, quelqu'un que je n'avais rencontré qu'une fois il y a des années, qui sentait toujours les bougies au citron et portait des colliers avec des croix géantes. Bonjour Joël, j'espère que ce message vous trouve bien. Je voulais vous dire à quel point votre documentaire était inspirant. Toute notre communauté l'a regardé ensemble lors de notre soirée cinéma du dimanche soir. Un travail vraiment magnifique. Votre mère est si fière. Elle nous a tous dit qu'elle avait toujours su que vous feriez quelque chose de spécial. Nous serions ravis que vous veniez parler lors de l'une de nos réunions bientôt. Je l'ai lu 2 fois, puis encore, juste pour être sûr de ne pas mal interpréter. Ma mère, la même femme qui a essayé de saboter mon travail, qui a orchestré une dissimulation pour manquer mon mariage, qui m'a laissé croire pendant des années que j'étais le second choix, paradait maintenant avec mon succès comme si elle l'avait construit elle-même. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas fini. Pas vraiment. Voyez-vous, j'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu bloquer l'email, jeter mon téléphone à travers la pièce et continuer à vivre en paix. Mais quelque chose a changé en moi ce jour-là. Ce n'était pas de l'amertume. Ce n'était pas de la rancune. C'était de la clarté. Elle avait passé des années à réécrire le récit de notre famille. Elle s'était dépeinte comme la mère attentionnée, Adam comme le fils prodige, et moi, le silencieux, l'incommode, comme l'oubliable. Et maintenant que le monde m'avait reconnu, maintenant que des inconnus applaudissaient mon travail, elle essayait de revenir dans le wagon comme si elle avait fait partie du voyage. Ça me donnait la chair de poule. Mais plus que ça m'a donné une idée. Je n'allais pas la confronter. Je n'allais pas crier ou la dénoncer au milieu d'un dîner de famille ou écrire un long email détaillant chaque blessure qu'elle avait jamais laissée sur mon dos. Non, j'allais faire quelque chose de mieux, de plus propre. Ça a commencé par une liste. J'ai noté tous ceux à qui elle avait menti, tous ceux qu'elle avait manipulés pendant les retombées du mariage. Ma grand-mère, mes tantes, Adam, même certains amis de la famille qu'elle a instrumentalisés pour diffuser sa version de l'histoire. J'ai listé les personnes à qui elle m'avait dépeint comme difficiles, celles à qui elle avait dit que je ne les avais pas invitées ou que j'avais choisi un mariage privé pour éviter les drames familiaux. Puis j'ai fait une deuxième liste, tous ceux qu'elle respectait, tous ceux dont elle voulait l'approbation. Les responsables de l'église, d'anciens collègues, son petit groupe de scrapbooking sur Facebook qui commentait les photos des autres et partageait des citations de la Bible sur des mèmes de mignons. Parce que voici ce que j'ai appris de la thérapie et de 6 mois de clarté durement gagnés. Les gens comme ma mère ne recherchent pas seulement le contrôle, ils recherchent l'admiration. Ils survivent grâce à la perception d'être le bon, et au moment où vous leur enlevez ça, leur monde commence à s'effondrer. Alors j'ai commencé à planifier. Le buzz de Netflix était encore fort. J'en ai donc profité. J'ai accepté de faire une interview pour un podcast, animé par une cinéaste qui aimait les récits centrés sur la famille et qui avait un large public. Je savais exactement ce que je faisais. Pendant l'interview, elle m'a interrogé sur mes systèmes de soutien, sur ce qui m'avait aidé à continuer pendant les moments les plus difficiles de ma carrière. Et j'ai répondu avec soin. J'ai dû apprendre que parfois, votre vraie famille n'est pas celle dans laquelle vous êtes né.
C'est celle qui est présente. Celle qui vous célèbre, pas seulement qui vous tolère. Je me suis marié récemment et mes beaux-parents ont été incroyables. Vraiment. Mais ma famille n'était pas présente. C'est un choix qu'ils ont fait et j'ai fait la paix avec ça. L'animatrice s'est penchée en avant. Attendez. Ils ont choisi de ne pas venir? J'ai hoché la tête. Oui, c'était difficile, mais ça m'a appris quelque chose de précieux. Vous ne pouvez pas forcer les gens à se soucier de vous. Vous devez juste reconnaître quand ils ne le font pas et arrêter de mendier des miettes. Je n'ai pas donné de nom. Je n'en avais pas besoin. Le podcast est devenu viral. Des extraits ont été partagés sur Twitter, TikTok et Instagram. Arrêter de mendier des miettes est devenu un audio tendance. Les gens l'ont repris avec leurs propres histoires de famille. Il a résonné auprès de milliers, peut-être de millions de personnes. Et ma mère, elle était furieuse. Je l'ai appris par ma cousine Sarah, qui m'a envoyé des captures d'écran de la page Facebook désormais privée de ma mère. Comment ose-t-il déformer la vérité comme ça? Nous l'avons toujours soutenu à notre manière. Tous les parents n'ont pas besoin d'assister à un mariage pour prouver leur amour. Mais elle ne le niait plus. Elle le défendait. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Parce qu'ensuite est venue la collecte de fonds. Élise aidait son association locale de médias pour les jeunes depuis un certain temps. Il manquait de fonds et avait besoin d'un nouveau laboratoire de montage. J'ai proposé de donner du matériel et puis, impulsivement, j'ai proposé de parrainer tout le programme. Nous l'avons renommé l'initiative Joël Wexler pour les jeunes conteurs d'histoire. Il voulait l'annoncer publiquement, communiqué de presse, événement de lancement, tout le tralala. J'ai accepté, mais à une seule condition. Je devais écrire la lettre officielle du donateur. Et je l'ai fait. J'ai eu la chance de trouver ma voie dans le monde de la narration, mais je ne me suis pas toujours senti entendu. En fait, pendant une grande partie de ma vie, je me suis senti invisible. Même pour les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Ce programme existe parce que les jeunes voix comptent. Leurs histoires méritent d'être entendues avant que le monde ne leur dise qu'elles sont trop silencieuses, trop bizarres, trop incommodes. Je dédie cette initiative aux familles que nous construisons lorsque nos familles de naissance nous font défaut. Ça a frappé fort. Ça a fait les gros titres des journaux locaux. Les parents d'Élise ont pleuré en la lisant. Et puis une semaine plus tard, l'invitation est revenue de la responsable du groupe de l'église. Nous serions ravis que vous veniez parler. La communauté des femmes prépare une célébration pour l'anniversaire de votre mère. Elle est une telle lumière dans notre communauté. Nous avons pensé que ce serait charmant si son fils, le cinéaste à succès, pouvait la surprendre avec quelques mots d'appréciation. J'ai fixé cet email pendant un très long moment. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je l'ai transféré à Sarah. Me rendrais-tu un service? Ai-je demandé. Bien sûr, a-t-elle répondu. Assure-toi qu'il filme l'événement. Elle n'a pas demandé pourquoi, et je n'ai pas expliqué. Parce que je n'y allais pas. Mais quelque chose d'autre y allait. Voyez-vous, pendant que tout cela se passait, mon père avait discrètement trié des boîtes et des cartons. Il avait déménagé de la maison il y a des mois, mais il n'avait pas encore tout pris. Il m'a dit qu'il n'était pas prêt. Jusqu'à maintenant. Il a trouvé une vieille caméra dans l'une des boîtes. Cachée au fond se trouvait une cassette mini DV étiquetée 8e anniversaire de Joël. Curieux, il l'a branchée sur un convertisseur et l'a regardée sur son ordinateur portable. Et ce qu'il a trouvé l'a brisé. Ce n'était pas des images d'une fête d'anniversaire. C'était un enregistrement privé, une dispute entre mes parents, oublié et enregistré par-dessus par accident. L'audio était granuleux, mais on pouvait entendre la voix de ma mère, tranchante et cruelle. Il n'est pas comme Adam. Il n'est pas spécial. Il est juste là. Et puis la voix de mon père, fatigué, blessé. C'est ton fils. Et alors? Je n'en ai pas demandé deux. Mon père ne m'a pas parlé de la cassette tout de suite. Il est resté avec, l'a regardé 3 fois, puis il me l'a envoyé. Pas de message, pas d'objet, juste le fichier. Je l'ai regardé seul. Puis je l'ai regardé à nouveau avec Élise. Et je savais ce que je devais faire. J'en avais fini de mendier. Maintenant, j'allais l'exposer. Pas avec haine, pas avec une démolition publique ou une confrontation dramatique. J'allais laisser ses propres mots parler d'eux-mêmes.
Mais il fallait que ce soit le bon moment, la bonne scène. Alors, j'ai attendu et planifié. Et quand l'occasion s'est présentée, j'étais prêt. 2 mois après avoir reçu la cassette, celle où ma mère disait qu'elle n'avait pas demandé 2 fils, je me tenais au fond d'une salle de banquet d'église avec une clé USB dans la poche de ma veste et les doigts d'Élise posés doucement sur mon poignet. La salle était décorée de ballons rose pâle et lavande. Une bannière disait « Joyeux 60e anniversaire, Diane » en lettres cursives dorées. Des tables étaient disposées autour d'une scène improvisée où un microphone attendait. Ma mère, Diane, se tenait près du centre, entourée de femmes en chemisier à fleurs et au large sourire, absorbant les compliments comme une éponge laissée trop longtemps dans l'eau de vaisselle. Elle avait l'air radieuse, de la manière que seules les personnes qui croient avoir gagné peuvent l'être. Je n'étais pas censé être là, du moins pas personnellement. Quand j'ai reçu l'invitation à son anniversaire, clairement destinée à être une opportunité de relations publiques pour retrouver son statut social, je n'ai rien dit. Mais par l'intermédiaire de Sarah, qui était maintenant entièrement de mon côté, j'avais appris qu'il préparait un montage vidéo. Des souvenirs de famille, de vieux films de famille, exactement ce sur quoi je comptais. Sarah a proposé d'aider. Elle s'est portée volontaire pour rassembler les images pour le diaporama et a coordonné avec l'équipe audiovisuelle de l'église sous le couvert d'être la nièce de ma mère et un ange de la technologie. Il n'a pas fallu beaucoup pour les convaincre. Tout le monde aimait Sarah, et personne dans cette pièce ne connaissait toute l'histoire. Pas encore. Je suis arrivé discrètement, 1 heure après le début de l'événement, habillé de couleur sobre et portant un chapeau baissé. Élise marchait à mes côtés, gardant son expression impassible. Mon père n'était pas là. Il a décliné l'invitation, invoquant des rendez-vous conflictuels, ce qui était un code pour « je ne peux plus faire semblant ». Ma mère ne m'a pas vu. Elle était trop occupée à rire, trop occupée à se prélasser dans les compliments sur son fils, le cinéaste, et sur le fait qu'elle avait toujours cru en lui. Il doit tenir son talent de vous. Comme vous devez être fier. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé sourire. Je l'ai laissé croire, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Quelqu'un a pris le micro. Nous allons passer un petit montage vidéo pour Diane. Quelques souvenirs au fil des ans, des anniversaires, des vacances et des moments familiaux que nous chérissons tous. Il y eut des applaudissements. Quelques caméras de téléphone se sont levées et l'écran a vacillé pour s'allumer. Ça a commencé innocemment. Mes photos de bébé, les exploits de football d'Adam, des extraits granuleux de nous ouvrant des cadeaux de Noël en pyjama. Ma mère a halté et couvert sa bouche, des larmes se formant au coin de ses yeux. Mais ensuite le son a changé. Le clip suivant était plus sombre, à la fois visuellement et tonalement. L'horodatage indiquait « août 2002 ». Les images tremblantes de mon 8e anniversaire se sont terminées et de la neige a rempli l'écran. Puis des voix. Il n'est pas comme Adam. Il n'est pas spécial. Il est juste là. La pièce est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. C'est ton fils. Et alors? Je n'en ai pas demandé 2. Le visage de ma mère s'est figé. Au début, les gens pensaient que ça faisait partie de la vidéo. Peut-être une blague, une prise ratée. Mais il est devenu clair que non. Il n'y avait pas de musique, pas de rire, juste 2 personnes qui se disputaient. Sa voix, jeune, tranchante, indubitablement la sienne, et la voix de mon père essayant de me défendre. Il est sensible. Il essaie. Tu ne le vois pas parce que tu es trop occupé à te vanter d'Adam. Oh, s'il te plaît. L'un d'eux va nous rendre fiers. L'autre finira probablement par pleurer dans un coin quelque part. Les halètements sont venus alors, lentement, se propageant dans la pièce comme un écho sous l'eau. Le clip s'est terminé, de la neige à nouveau, puis l'écran est devenu noir. Silence. Un silence complet, suffocant. J'ai fait un pas en avant, j'ai enlevé mon chapeau, j'ai marché lentement vers l'avant, le cœur battant, mais les mains fermes. J'ai pris le microphone alors que ma mère se tournait vers moi, son visage pâle, sa bouche légèrement ouverte, figée par le choc. Certaines personnes m'ont reconnu immédiatement. D'autres ont mis un moment, mais en quelques secondes, les chuchotements ont commencé. J'ai pris une profonde inspiration. Bonjour, je suis Joël, le fils de Diane. Plus de murmures. Une femme a porté la main à sa poitrine. Je ne prévoyais pas de parler ce soir, mais puisque ma mère a partagé mon histoire avec tant d'entre vous ces derniers temps, s'attribuant le mérite d'une vie qu'elle a activement essayé de saboter,
j'ai pensé qu'il était juste de vous laisser entendre une version différente. Ma mère a ouvert la bouche. J'ai levé un doigt. Calme, maîtrisé. Ne dis rien. Tu en as assez dit. Je me suis retourné vers la salle. On m'a dit que ma mère n'était pas venue à mon mariage à cause d'un conflit d'horaire. Qu'elle me soutenait à sa manière. Que je surréagissais. J'ai fait une pause. J'ai cru ça pendant longtemps. J'y ai même cru quand elle a essayé de nuire à ma carrière en coulisses. Quand elle a appelé mon travail en se faisant passer pour une journaliste, quand elle a dit à notre famille que je ne les avais pas invités. J'ai cru ces mensonges parce que comme la plupart des enfants, je voulais croire que ma mère m'aimait, que je comptais. J'ai baissé les yeux, laissant le silence s'étirer. Mais je n'y crois plus. Parce que l'amour ne ressemble pas à du sabotage. Il ne sonne pas comme cette cassette. Et il ne manque certainement pas votre mariage pour assister à un match de foot. Un homme près du devant s'est agité, mal à l'aise. Une femme à côté de lui a mis une main sur sa bouche. Ma mère a essayé à nouveau. Joël, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment. Ah non, me suis-je tourné pour lui faire face directement. Tu as fait de mon mariage une affaire te concernant. Tu as fait de mon succès une affaire te concernant. Tu as tordu chaque moment que j'ai jamais eu en quelque chose que tu pouvais revendiquer. Et maintenant tu veux de la sympathie parce que j'ai finalement arrêté de te laisser réécrire le récit. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis fier de toi, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Tu es fier maintenant, ai-je dit. Maintenant que des inconnus applaudissent. J'ai pris une dernière inspiration. Tu m'as appris que les gens ne t'aiment que si tu leur facilites la tâche. Mais j'ai fini de faciliter les choses. J'ai fini de m'excuser d'avoir besoin d'un amour que tu n'as jamais voulu donner. J'ai reculé, j'ai tendu le micro à Sarah. Elle a hoché la tête, les lèvres serrées, et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Élise attendait devant les portes. Ses yeux brillaient, mais elle n'a pas dit un mot. Elle a juste pris ma main et nous sommes sortis dans la fraîcheur du soir, les sons des murmures choqués s'estompant derrière nous. Plus tard, j'ai entendu que ma mère s'était assise et n'avait plus parlé pour le reste de la soirée. Certaines personnes sont parties tôt, d'autres sont restées et ont picoré maladroitement des parts de gâteau. La responsable du groupe de l'église a envoyé un email frénétique 2 jours plus tard, s'excusant et disant qu'elle n'avait aucune idée du contexte plus profond. Le groupe des dames de l'artisanat, sa fierté et sa joie, l'a discrètement retirée de son rôle d'administratrice. Ma tante a arrêté de répondre à ses appels. Et Adam, il m'a appelé une seule fois. Il n'a pas crié, n'a pas accusé. Il a juste dit, tu l'as atomisé, mec. J'ai répondu, c'est elle qui a allumé la mèche. Il a raccroché. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Quant à mon père, il a finalement déposé les papiers du divorce. Il m'a envoyé un message discret après. Merci de m'avoir donné la force. Et grand-mère, elle est venue nous rendre visite. Elle a apporté des biscuits au citron et m'a serré si fort dans ses bras que j'ai failli pleurer à nouveau. Nous n'avons pas parlé de la vidéo. Nous n'en avions pas besoin. Parce que certaines choses, une fois vues, ne peuvent être dévues. Et moi, j'ai continué à m'élever. J'ai terminé un autre documentaire, j'ai été invité à parler à un festival de cinéma. Élise et moi sommes allés en Italie pour notre lune de miel tardive. J'ai finalement donné cette conférence à l'université. Et chaque fois que quelqu'un me posait des questions sur mon succès, je leur disais la vérité. Il ne venait pas seulement du talent. Il venait du silence, du fait d'être négligé, d'apprendre à écouter si attentivement que je pouvais voir ce que les autres manquaient. Il venait du fait de savoir ce que ça fait d'être oublié, et de décider que je ne m'oublierai plus jamais moi-même. Ma mère a essayé de m'effacer de son histoire, alors j'ai écrit la mienne. Et cette fois, c'est permanent.